Je suis très contente de vous recevoir encore une fois au sein de cette Bibliothèque nationale qui est à vous maintenant. Je remercie tous ceux qui sont présents pour leur présence et pour leur soutien à ces activités auxquelles nous accordons beaucoup d'importance parce que la Bibliothèque nationale tient à jouer ce rôle d'animation scientifique et culturelle. Et à travers ces conférences, et je n'arrête pas de remercier l'IFC, mes collègues de l'IFC et l'ambassade de France de nous permettre d'accueillir des éminences comme aujourd'hui le professeur Pierre-Louis Lion du Collège de France qui va nous entretenir de choses pointues, mais grâce à Si Mohamed Jawa, notre ami Si Mohamed Jawa qui a déjà animé des séances ici même. Donc nous allons suivre cette aventure scientifique tous ensemble et je vous souhaite une bonne continuation. Merci Samia. C'est un très grand honneur, un grand privilège, et je remercie Adel Martial et l'IFC de me l'avoir offert, que de présenter aujourd'hui l'éminent conférencier que nous accueillons dans le cadre donc de la 3e conférence du cycle L'homme artificiel. C'est un cycle de conférences organisé par l'IFC, le Collège de France et donc le ministère tunisien de la Culture, la bibliothèque, enfin tout ça. Alors, moi j'ai connu Pierre-Louis Lion il y a un certain temps. En fait, il serait plus exact de dire que j'ai pour la première fois entendu parler de lui dans les années 76. J'étais jeune doctorant à Paris 6. Et puis, dans le laboratoire qui porte aujourd'hui le nom de son père, eh bien, le fils était déjà se distinguer par des notes, des 20 sur 20 qui tombaient. C'était en maîtrise, donc ce n'était pas en DEA. Mais c'était très clair pour tout le monde qu'on était en train d'assister à la naissance d'un mathématicien exceptionnel, que la carrière de Pierre-Louis a tout de suite, je dirais, illustré, sa carrière fulgurante, et notamment l'obtention de la médaille Fields en 1994. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, qui ne connaissent pas la médaille Fields, c'est un peu le prix Nobel des mathématiques, en fait. C'est la consécration suprême des mathématiciens qui a été instituée en 1936 pour pallier l'oubli volontaire, paraît-il, d'Alfred Nobel lorsqu'il a organisé sa distribution des prix. Et elle est décernée tous les 4 ans aux 4 mathématiciens qui, dans le monde, se sont le plus distingués par leurs résultats, mais qui, en plus, se sont distingués avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans. Alors c'est ainsi que, par exemple, Andrew Wiles, qui a démontré le théorème de Fermat, eh bien, n'est pas médaille Fields parce que sa démonstration est arrivée alors qu'il avait 41 ans. Mais alors Pierre-Louis Lion, lui, enfin, il n'aurait peut-être pas eu non plus autrement, mais enfin non, je doute quand même. Et Pierre-Louis Lion, lui, a été précoce pour tout. Il a soutenu sa thèse d'État en 79, à l'âge où d'autres soutiennent leur DEA, à l'âge de 23 ans, l'année où il quittait l'école normale supérieure. Alors, après un bref passage au CNRS, professeur à l'université Paris-Dauphine, élevé à la classe exceptionnelle en 89, à l'âge de 33 ans, professeur à l'école polytechnique en 92, membre de l'Académie des sciences en 94, l'année de la médaille Fields, et ensuite il rejoint le Collège de France comme titulaire de la chaire équations dérivées partielles et applications en 2002. Alors, il n'est pas besoin d'ajouter davantage à ce bref résumé, et notamment de rappeler la liste impressionnante de distinctions, de prix dont il a été honoré. Ce qui me paraît plus important, c'est que sa présence aujourd'hui soit l'occasion d'un peu de souligner les enjeux, de prendre conscience des enjeux que l'ampleur des mathématiques dans le développement est en train de prendre dans les sciences et les technologies, et puis de mesurer un peu les enjeux de ce facteur pour la stratégie de développement d'un pays comme la Tunisie. Alors je ne vais pas le dire mieux que lui, je vais emprunter ses mots, les mots de sa leçon inaugurale au Collège de France. Les dernières années, je cite, les dernières années ont vu les simulations numériques s'imposer comme un outil indispensable d'investigation dans les sciences et les technologies. Les simulations ont pour but de reproduire par le calcul le comportement d'un système décrit par un modèle. Je raccourcis un peu, mais incorporant le plus souvent des équations aux dérivées partielles en utilisant les ordinateurs modernes, donc qui ont été précisément inventés à cet effet et qui nous permettent de simuler des choses que, par l'expérience, on aurait davantage de mal à faire. Et justement, les travaux de recherche de Pierre-Louis Lion concernent l'introduction de nouveaux modèles mathématiques pour des applications multiples et leur étude systématique sur le plan mathématique, bien entendu. Ils se caractérisent à la fois par la diversité des applications abordées, qui vont du contrôle stochastique, de la gestion de stock, de la physique des plasmas, de la chimie atomique,
la mécanique des fluides, le traitement d'images, l'économie et les finances, et à côté de ça, par l'unité de la démarche mathématique. Une constante donc, dans tous ces travaux, c'est vraiment cette liaison, ce lien avec les applications, bien que Pierre-Louis Lyons va chercher directement auprès des prescripteurs des sociétés comme Péchinet, Alcatel, Alstom, le CEA, SARC, Channel Bridge, etc., etc. Alors on peut penser évidemment que toutes ces applications que je viens de citer très rapidement, dans la mesure où elles se situent soit dans la finance, dans la haute technologie, eh bien, ne concerneraient pas des pays comme la Tunisie. Et ce serait faire erreur. Aujourd'hui, justement, sa conférence va nous montrer que la simulation numérique investit peu à peu tous les secteurs de l'activité humaine, et même les actes les plus ordinaires de la vie courante ne peuvent plus y échapper. Hier, des modèles mathématiques qui servaient à des applications de pointe, des radars, des sonars, des satellites, aujourd'hui se trouvent dans le quotidien des médecins, pour un scanner, pour une échographie, pour réduire des calculs rénaux par des ultrasons, ou bien si on se fait poser des stents, par exemple, pour un mémoire de forme, pour établir une circulation artérielle un peu défaillante, ça arrive à beaucoup de gens maintenant, de plus en plus, eh bien, on fait comme M. Jourdain, c'est-à-dire qu'on fait des mathématiques, en tout cas, on a recours à des modèles, à des objets dans lesquels il y a une présence massive de mathématiques, de modèles mathématiques et de simulations numériques. Alors, par ailleurs, la Tunisie est concernée parce que la Tunisie et les pays qui, comme elle, sont en développement, est concernée parce que la mondialisation de l'économie pose les problèmes du développement d'une façon totalement neuve par rapport au passé. Il s'agit pour chaque pays maintenant de prendre une place dans une économie qui est devenue mondialisée, avec une technologie dont nous n'avons plus la maîtrise, nous ne pouvons plus décider le niveau de technologie où on doit se situer. Et si un pays souhaite que sa place se situe dans les segments à forte valeur ajoutée, eh bien, il faut qu'il sache qu'il vaut mieux en maîtriser les outils actuels, et la modélisation mathématique, la simulation numérique y occupe une place très importante, comme le montreront les conférences de Pierre-Louis Lyons. Et c'est là une grande opportunité de développement pour des pays qui, comme la Tunisie, ont misé beaucoup sur l'éducation, sur la science, parce qu'aussi ces outils-là, disons, redistribuent les cartes et remettent, disons, les hiérarchies en question. Parce qu'il y a des objets mathématiques qui sont maîtrisables par des pays comme le nôtre, et puis aussi des outils numériques qui deviennent de plus en plus démocratisés. Je voudrais, à ce niveau-là, et je demande à Pierre-Louis de me le permettre, d'évoquer la mémoire du formidable visionnaire qu'a été à cet égard Jacques-Louis Lyons. D'abord pour lui rendre l'hommage reconnaissant que je lui dois personnellement, et un hommage que la Tunisie aussi lui doit, puisqu'il a accueilli et formé à son école, cette école de mathématiques appliquées française qui a aujourd'hui une très grande aura dans le monde, certains des meilleurs mathématiciens appliqués tunisiens. Je citerai, même si ceux que je vais citer ne sont pas présents en Tunisie, je citerai à cet égard deux noms qui correspondent à deux générations. Abbas Bahri, qui est un contemporain de Pierre-Louis à l'École normale supérieure, qui est élève comme lui de Haïm Brezis et qui est actuellement professeur à l'université de Rodgers. Et puis un autre Tunisien d'une autre génération, Nader Masmoudi, qui est lui élève de Pierre-Louis Lyons et qui est aujourd'hui professeur au Courant Institute. Et si je veux évoquer Jacques-Louis Lyons, c'est aussi pour dire que cette préoccupation qui a été la sienne pendant toute sa vie, celle du développement des mathématiques en même temps que du développement par les mathématiques, eh bien cette préoccupation est entièrement aujourd'hui celle de Pierre-Louis. Voilà. Je voudrais vous demander de m'excuser d'avoir abusé un peu de votre temps et d'avoir occupé et accaparé la parole. Ma seule excuse à cet égard, c'est que la modestie de Pierre-Louis Lyons, qui va de pair avec son talent, ne lui aurait pas permis de nous éclairer lui-même sur son parcours. Et donc, je lui laisse la parole en le remerciant de nous faire l'honneur et l'amitié d'être aujourd'hui des nôtres et de partager avec nous son savoir. À toi, Pierre. Alors, quelques questions là, donc. Merci beaucoup.
Bien. Oui. Simplement rapporter qu'Aristote disant dans Métaphysique, attention, tout n'est pas mathématique. Je crois que tout le monde a entendu que tout n'était pas mathématique. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas donné le micro, d'ailleurs. Madame. Merci. Moi, je voulais juste vous poser la question, la dernière là, que vous avez mise sur votre transparent. Est-ce qu'un jour, on pourra modéliser un être vivant? Est-ce que vous voulez dire l'être humain ou un être vivant tout court? J'aurais pas dû poser cette question dans mon transparent. La seule vérité, c'est qu'on se trompe toujours. Et c'est pas grave de se tromper. Ce qui est important, c'est de recommencer, de réessayer avec comme seul objectif de se tromper mieux. Fail better, comme dit Samuel Beckett. Donc, en réponse à votre question, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'aurais envie de dire que oui, si on se donne des règles du jeu qui sont des règles du jeu dans lesquelles on pourrait peut-être exclure, et encore que beaucoup de physiologistes ne seraient pas forcément d'accord avec ça, des aspects d'émotion, des aspects comme ceci. Mais pour un grand nombre d'activités, d'abord sur des activités fonctionnelles d'un être vivant, et pas forcément l'être humain, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait au fond une si grande différence entre beaucoup de mammifères et l'être humain. Donc je ne suis pas sûr que ça simplifierait beaucoup que ce soit un mammifère. Alors bon, si c'est une bactérie, c'est certainement pas un peu plus simple. En ce qui concerne un être vivant, pour un grand nombre de fonctionnements du style biomécanique, comme ceux que j'ai montrés, c'est peut-être quand même envisageable. Ensuite, il y a des fonctions plus évoluées sur lesquelles mon incompétence serait beaucoup trop évidente pour que j'ose en parler. Oui. Parfois, on peut passer outre les mathématiques. Moi, personnellement, oui, j'ai des idées physiques, des idées physiques sans les mathématiques. Parce que je suis philosophe, j'ai des idées. J'essaie de tracer l'image du macrocosme de l'univers sans les mathématiques. J'ai essayé ça et j'ai réussi. Hein. Félicitations. Mais en tout cas, je crois bien, et je l'ai bien dit, vous l'avez rappelé, monsieur, mais je l'avais dit le premier, tout n'est pas ramenable aux mathématiques. Hein, et ce n'est pas le seul moyen d'investigation de la connaissance. C'en est un. Et il sert de plus en plus grâce aux ordinateurs. Point. On est honoré, quand on est praticien des mathématiques, de voir ces applications qui contribuent au bien-être de tout un chacun. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications moins avouables? Et est-ce qu'il se pose des problèmes d'éthique aux mathématiciens? Et est-ce que les mathématiciens se les posent et ne sont pas à la course, j'allais dire, derrière le nombre de publications? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que des applications des mathématiques qui sont complexes nécessitent un travail collaboratif entre mathématiciens, ingénieurs. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas simplement un ingénieur qui irait piocher dans la grande bibliothèque des mathématiques la chose dont il a besoin. Non. Si le problème est vraiment complexe, il y a un développement spécifique pour une application. Et là, effectivement, chacun est face à sa conscience. C'est sur quoi veut-il travailler ou ne veut-il pas travailler. Moi, il y a des domaines que je refuse absolument d'aborder. Je n'ai aucun état d'âme sur des domaines de la défense lorsqu'ils concernent réellement la défense au sens y compris l'armement nucléaire, parce que ça fait partie pour moi
une politique nationale donc, et de dissuasion. Donc là, je n'ai pas d'état d'âme. En revanche, j'ai toujours refusé de travailler sur le guidage des missiles de théâtre. Donc ça, c'est... Bon, je vous donne un exemple, mais je n'interdis à personne. Je ne donne pas de leçons d'éthique à qui que ce soit. Effectivement, les problèmes se posent sur ce quoi on veut travailler ou on ne veut pas travailler. Mais ça, c'est une question redoutable que moi, personnellement, je ne résous qu'à ma modeste échelle, seul face à ma conscience. Oui, je voudrais connaître un peu l'originalité dans ce travail. Parce que si on remplace les vaisseaux sanguins par des conduites en matériaux élastiques, le sang par un matériau visqueux, on sait schématiser ça depuis fort longtemps. Alors le plus ici, c'est quoi? C'est qu'on a pris des lois de comportement plus complexes, tenant compte du fait qu'il s'agit de matériaux biologiques, et aussi des conditions aux limites, avec peut-être des expériences qui peuvent, disons, comparer la simulation avec la réalité. Où se trouve en fait le plus dans ce travail-là? J'ai essayé de traduire ça, c'est que, c'est bien entendu une excellente question. Les 3 problèmes que j'ai mentionnés sont des problèmes qui sont spécifiques à l'hémodynamique, à savoir cet aspect de paroi et les lois assez naturelles qu'on est amené à écrire en termes de lois effectives et expérimentales de lois de paroi ne sont pas des lois traditionnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parmi les fluides, on a affaire à quelque chose qui est très, très, très nettement non newtonien. Okay? Et non newtonien. Et donc, dans les fluides non newtoniens, on a des catalogues de modèles, mais ces modèles, qui sont des modèles macroscopiques, ne marchent pas du tout. Vous prenez les shear flows avec du sang, c'est absolument pas les bons comportements. Parce que c'est pas des polymères, c'est pas un comportement élastoplastique, donc c'est une nature totalement différente. C'est un aspect particulier dans un flot, donc on a une nature complètement différente. Donc là, il y a un vrai problème de modélisation qu'on ne sait pas résoudre à l'heure actuelle par des problèmes, par des techniques. Les simulations sont faites là avec des modèles macroscopiques, donc pas très bons, soyons francs. Mais enfin, pour les ordres de grandeur, ça suffit. Mais si on veut vraiment aller plus loin, il faut tenir compte, entre guillemets, de ces particules, de ces aspects particules en suspension. Et donc descendre à un couplage d'échelle qui devient très lourd. Donc deuxième originalité. Enfin, les problèmes d'entrée, de données d'entrée, ça sont un peu moins spécifiques, puisque j'avais signalé ces 3 problèmes sont un petit peu moins spécifiques. On les rencontre dans d'autres domaines de mécanique des fluides, mais ici, ils prennent une particularité, c'est qu'il est quand même particulièrement difficile dans le système sanguin, qui est fondamentalement un système global, d'en couper un morceau et de dire je vais étudier là. C'est encore plus difficile que pour un certain nombre d'applications. Conditions réunies. Oui, je vous remercie, monsieur le professeur. Vous avez dit à un certain moment que le modèle est une solution d'équation. Moi, je dirais que le modèle est une solution d'un problème dans sa globalité. Et lorsque le modèle solutionne plusieurs problèmes, appréhendant des aspects différents, il deviendra lui-même théorie. Peut-être c'est au niveau de la terminologie où on n'est pas... Je n'ai pas dit que si je l'ai dit, j'ai peut-être dit, mais je ne pense pas avoir dit, tout simplement c'est dans le feu de l'action que je me suis mal exprimé. Le modèle n'est pour moi, et là je ne suis pas tout à fait d'accord, quand le modèle devient générique, ça devient une théorie, je suis entièrement d'accord, mais le modèle pour moi n'est pas une solution, c'est le début des problèmes. C'est une étape dans la solution des problèmes, mais ce n'est qu'une étape. Parce que tout le travail reste à faire. Dès que le système est complexe, le modèle est complexe et le système reste à faire. Demain, je citerai un exemple, et je ne sais pas qui sera là, donc je peux déjà anticiper un tout petit peu. Je donnerai un exemple d'un travail que nous avons réalisé avec des anciens élèves, des élèves d'anciens élèves, et là j'étais directement partie prenante, qui était pour la simulation de l'électrolyse de l'aluminium. Bon, bien écoutez, la modélisation est une étape qui se combine avec toutes les autres étapes et on revient dessus, elle n'est pas finie. Donc, l'aspect modèle au sens écriture d'équations mathématiques, ce n'est qu'un des aspects du problème.
Alors, le mot modèle est un mot ambigu. Donc, on peut effectivement, certains ingénieurs utilisent le mot modèle pour dire, pour évoquer la collection des triangles. La collection des triangles que vous avez pu voir sur la surface du cœur. Donc le mot est un peu ambigu. La manière dont j'utilise le mot modèle, c'est la représentation par des équations mathématiques de phénomènes attendus, physiques, biologiques, économiques, etc. Donc attendus, plus ou moins observés, enfin bon. Mais autrement, je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a une longue liste, donc je vais redonner la parole à madame. Ah, et puis je suis bavard. Chaque fois que je réponds, j'en prends pour un verre. Merci. Vous avez déjà répondu partiellement à ma question. Alors, qu'est-ce qui fait dans la nature qui vous permette de dire je peux modéliser ou je ne peux pas modéliser ceci ou cela? Je ne sais pas. Je suis désolé parce que chaque fois que vous me posez une question, je vous réponds je ne sais pas. Donc, mais c'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'utiliserai une bonne modélisation. C'est une citation que je ferai demain. C'est un petit miracle d'équilibre. Bon, on n'est jamais garanti a priori de faire un bon modèle. Et Dieu sait, là je vous parle plutôt d'histoires qui marchent bien, d'histoires à succès, mais dans la modélisation, le principe gigot a été très souvent mis en lumière, parce que la modélisation était de mauvaise qualité. Donc il n'y a malheureusement pas de recette, c'est de l'art, hein, la modélisation, c'est de l'artisanat ou de l'art. Donc sur chaque situation. Alors, il y a des fois où c'est simplement une variante d'une situation connue, donc là, on est en terrain. Donc, non, je ne sais pas répondre à la question. Et ce qui est vrai aujourd'hui, sur les neurosciences, on n'a aucune idée aujourd'hui de jusqu'où on pourra aller en termes de modélisation. On sent poindre la possibilité de faire de plus en plus de modélisation digne de ce nom, parce que j'estime que les essais théoriques qui ont eu lieu jusqu'à présent sont quand même un petit peu, je dirais, des exercices abstraits, mais je pense qu'on peut raisonnablement espérer, à partir du moment où les observations sont en train de s'accumuler et deviennent de plus en plus fines, on peut peut-être espérer voir l'émergence de modèles. Et que l'on voit de plus en plus de gens qui ont une double compétence physique et médicale. Donc ça, c'est l'aspect pour bien modéliser, avoir des connaissances dans plusieurs domaines est absolument indispensable. Alors, si vous permettez, je vais faire un peu de discrimination positive. Donc, je vais d'abord donner le micro à une dame. Merci. Bon, je vais intervenir en tant que biologiste. Effectivement, je suis interpellée parce que je pense que la biologie a de plus en plus besoin, effectivement, de modélisation. Mais là où on dit que c'est difficile, c'est parce qu'on n'arrive pas encore à bien maîtriser tous les paramètres. Un phénomène bien décrit peut être modélisé. Et en fin de compte, ça va de pair. Je pense que c'est pas la modélisation qui va permettre de tout faire en biologie et inversement. Je pense que ça doit avancer petit à petit et l'un est dans l'autre. Effectivement, on ira et la difficulté, c'est que la biologie, c'est la complexité dans sa splendeur. C'est comment décrire des phénomènes complexes pour superposer plusieurs phénomènes, plusieurs ordres de grandeur, plusieurs tailles, etc., etc. Et donc, arriver à simuler le fonctionnement d'un être vivant, qu'il soit humain ou autre, ça voudrait dire maîtriser tout ça en même temps. Il nous faudrait effectivement, d'abord, on est en train de modéliser les molécules, on est peut-être en train de modéliser les écosystèmes, mais le fonctionnement d'une cellule, encore, nous n'en sommes pas là. Maintenant, dans la physiologie d'un organe, ce n'est pas sa fonction biologique, c'est les aspects mécaniques que vous êtes en train de décrire et non pas sa physiologie. Or, il faut faire tout ça en même temps pour pouvoir arriver à décrire. Donc, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est quand on parle de développement durable, je pense que un grand problème sur lequel tout le monde pourrait s'atteler, c'est qu'est-ce que ça veut définir mathématiquement
la notion de développement durable pour dire la croissance économique, disons l'écologie dans son sens le plus large, comment arriver à modéliser. Et je pense que pour dire, disons que la croissance des différents pays doit s'arrêter, aller au rythme du renouvellement des espèces pour ne pas arriver... Parce que là, vous pouvez modéliser très facilement pour montrer que très rapidement, nous sommes en train d'aller à l'impasse. Ça, c'est très facile de le démontrer. Et je pense qu'on peut facilement aussi modéliser pour essayer de relier entre l'écologie et l'économie et pour montrer où doivent se situer les rythmes de croissance économique en accord réellement avec le développement durable. Bon. Et ça, c'est une responsabilité aussi des mathématiciens. Voilà, ne nous en mettez pas trop sur les épaules. Je suis très sensible à ce que vous disiez. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs parlé de biomécanique et de biophysique à de nombreuses reprises dans le... Donc ensuite, quand la question à quand la simulation complète d'un être vivant, vous avez bien compris l'aspect provocateur là-dedans. Il n'en reste pas moins qu'il faut se méfier si historiquement on fait un parallèle avec la mécanique et la physique. C'est qu'on a compris énormément de choses sur, y compris la mécanique des milieux continus, hein, je pense à la mécanique des fluides, bien avant qu'on sache même qu'on ait prouvé l'existence des atomes. Donc la véritable question, c'est est-ce que pour un certain nombre... Donc vous voyez ce que je veux dire en termes de a-t-on besoin de la connaissance détaillée du fonctionnement cellulaire pour comprendre la manière dont le système immunologique répond à des agressions, pour prendre cet exemple. Ce n'est pas évident. Donc ça dépend du niveau de description et également de l'aspect variabilité des individus aussi, si on prend en compte la variabilité. Donc c'est une question redoutable de modélisation. Donc je ne sais pas. Je suis prudent, je ne sais pas, je pose des questions et j'aimerais effectivement que plus de mathématiciens encore, et nombreux sont ceux qui s'y mettent et y réfléchissent. Sur le développement durable, le gros problème, et là aussi je savais un peu ce que je faisais en parlant de finance et de développement durable, ce sont des domaines gigantesques. Donc il ne s'agit pas d'avoir la prétention de tout couvrir sur des domaines comme ceci. Plus spécifiquement, nous, l'éclairage, la manière dont d'isoler, d'essayer d'isoler, parce que sinon on raconte tout et n'importe quoi. Et d'isoler une certaine problématique, c'est surtout au niveau des énergies, parce que derrière les énergies, il y a le problème du CO2, et que là, on peut commencer effectivement à réfléchir à des questions très primaires. Déjà, premièrement, les économies d'énergie, tout le monde en parle. Principale source d'économie d'énergie dans un pays comme la France, l'habitat. Et là, on est en plein dans une question économique, étant entendu sur un basculement de technologie, et là encore, c'est des jeux multi-agents. Quel est le déclenchement, à partir de quelle incitation sur les coûts qu'on peut évaluer, et à partir de quelle masse de la population on peut effectivement déclencher ce phénomène d'investissement sur les économies d'énergie. Et ça, c'est les travaux que nous avons faits par EDF. Ces projets de recherche sont financés en grande partie par EDF et par Calion. Et c'est la première fois qu'on leur donne des réponses qui ont un peu de sens. Je ne prétends pas détenir la vérité là-dessus. Donc je vous donne un exemple, mais plus globalement sur les CO2, qu'est-ce que ça veut dire? On parle des marchés de CO2, qu'est-ce que ça veut dire des taux écologiques? Donc il y a des très grands économistes. Il y avait le rapport de Sir Nicholas Stern il y a quelques temps qui est venu faire un exposé dans un colloque que nous organisions. Il y a Roger Guenry au Collège de France qui travaille beaucoup sur ces aspects de taux écologiques. Et d'ailleurs, je dirais que Roger est un homme passionnant à entendre sur ces aspects justement de qu'est-ce que ça veut dire l'économie du développement durable. Donc sur les aspects d'économie, j'aurais plutôt tendance à m'abriter derrière lui. Mais c'est un domaine effrayant de par sa complexité et le foisonnement de questions. Donc on essaie de l'aborder sérieusement sur le thème fondamentalement de l'énergie. Et c'est déjà énorme.
Donc pas trop sur la biodiversité, qui est encore un autre sujet, mais le problème du réchauffement, enfin je pourrais en parler encore des heures. C'est un sujet très passionnant. Merci. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important ce soir qu'il faut. Donc il faut que mes réponses soient de plus en plus courtes, puisque l'heure fatidique approche. Donc, alors je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes dans la salle, je m'en félicite, c'est très bien, et je crois que l'un des objectifs majeurs de cette conférence était aussi d'ouvrir des perspectives aux jeunes mathématiciens et non mathématiciens. Donc ma deuxième discrimination positive portera sur le seul jeune qui a demandé la parole. Merci beaucoup. Je vous ai trouvé extrêmement clair dans l'exposé, c'était vraiment très appréciable. Alors moi je peux être le représentant effectivement puisque je suis leur professeur au lycée français, la Marsa. Et la parole à quelqu'un d'autre, c'est un faux jeune. Je voudrais simplement avoir une idée de la manière avec laquelle vous cassez ces équations. Vous venez à bout de ces équations. Est-ce que vous pourriez leur indiquer, donc à mes élèves, un ordre de grandeur, des temps de calcul? Je suppose qu'il faut, dans ces centaines de millions d'inconnus, faire des choix. Quels sont les vôtres? Ces vidéos ont-elles nécessité des semaines de travail sur ordinateur hyper puissant ou au contraire, ont-elles été plus simples à fabriquer? Merci. Ok, alors ça c'est une très bonne question. Tout d'abord, il y a ce que fait l'ordinateur et puis ce que font les mathématiciens. Alors typiquement, un projet industriel, l'aspect modélisation, ça se compte en années. C'est plusieurs hommes travaillant, hommes et femmes, hommes au sens générique, travailleront pendant des 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est le temps de travail pour un projet. Donc là, je vous ai montré 4 projets différents. Il y a derrière, à chaque fois, 4 ou 5 personnes et plusieurs années de travail. Bon, ça, c'est déjà le contexte global d'efforts scientifiques à proprement parler. Ça peut être parfois plus, parfois un peu moins, mais c'est un ordre de grandeur. Ensuite, sur les temps de calcul. Alors, les temps de calcul, de nos jours, ça devient très compliqué à mesurer. Ça devient très compliqué à mesurer parce que c'est tellement lié aux machines sur lesquelles on calcule qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Donc il faudrait spécifier les machines. Là, en l'occurrence, l'exemple que je connais le mieux, c'est le cas de l'hémodynamique. Donc sur les aspects d'anévrisme, c'est une grosse machine, ce n'est pas les plus grosses des machines, si on veut un peu simplifier. Qui soit une machine vectorielle, ce n'est pas une grappe, donc ce n'est pas du calcul parallèle, donc c'est du bon vieux gros calcul. Parce qu'en plus c'est très difficile à paralléliser ça pour des raisons que je ne peux pas évoquer. Donc les performances en termes de gigaflop, parce qu'on est plutôt dans gigaflop pour ces machines, je ne peux pas vous le dire exactement. Mais c'est de l'ordre, c'est pas du téra, c'est de l'ordre du gigaflop. Le nombre de degrés de liberté là-dedans n'est pas en centaines de millions pour ces calculs, c'est plutôt je dirais de l'ordre de 500 000. Et le temps de calcul sur ces machines représente 1 à 2 jours de temps effectif de calcul. Donc voilà, quelques ordres de grandeur qui sont de mémoire. Hein. Mais tout ceci, ça devient très difficile à mesurer le temps de calcul vu est-ce que c'est du calcul vectoriel, parallèle, etc. Donc on n'est plus du tout dans... Il y a beaucoup de flou là-dessus. En tout cas dans ma tête. Mohamed. Merci Mohamed. Je vais reprendre une question qui a été posée par mon collègue Sidi Ahmed Fria et qui concerne le plus que vous avez ajouté dans l'étude que les mathématiques ont apporté dans l'étude de l'écoulement visqueux, parce que toute cette partie-là est une partie archi-classique en physique. On connaît les problèmes qui sont liés à la densité, à la viscosité des fluides, des écoulements, même dans des parois déformables. Et la complexité, elle se traduit par des équations intégraux, des fois différentielles, type Navier-Stokes.
Et tout ce qu'on a demandé aux mathématiciens, c'est de nous aider à résoudre ce type d'équation. Écoutez, voilà. Ayant commis 2 livres entièrement de recherche, donc 800 ou 900 pages de résultats nouveaux sur les équations d'un vaisseau, je crois connaître un peu le sujet. Donc, étant le premier à avoir fait la théorie de Jean Leray pour les équations de les sources compressibles dans les années 97, après 10 années d'efforts sur le sujet. En l'occurrence, pardonnez-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que parce que même si on parle de couplage avec des parois mobiles, les problèmes ne sont pas si bien résolus que ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai. Si vous prenez les phénomènes d'aéroélasticité, les problèmes auxquels sont confrontés des ingénieurs dans l'industrie aérospatiale, les problèmes ne sont pas entièrement résolus. Il y a eu de grands progrès faits grâce à tous les scientifiques qui sont posés ce genre de questions. Ensuite, on a des très beaux codes de CFD qui font des très beaux calculs, mais il faut regarder les validations. Et croyez-moi, quand vous parlez avec des vrais ingénieurs, pas ceux qui vendent les codes, eh bien, quand vous parlez avec des vrais ingénieurs, on est loin du compte. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, toujours attention à la validation de ce qui est fait. Il ne suffit pas de montrer un film et de dire « ça marche ». Donc, les aspects de validation. En plus, là, et je répète là-dessus, c'est qu'on n'est vraiment pas dans le même registre de matériaux. Quand vous pensez à des applications qui ont été absolument cruciales, d'interaction fluide-solide, dans lesquelles, sans les mécaniciens, on n'aurait jamais rien fait. Donc, à nouveau, il ne faut pas croire que ce soit la volonté de diminuer les contributions de qui que ce soit. Mais les matériaux que l'homme assez naturellement structure ne sont pas exactement les mêmes que les matériaux biologiques que la nature a. Donc, là encore, il y a des spécificités qui font que ce n'est pas exactement la même chose. Et quand je dis pas exactement, ben, ça nécessite un travail très spécifique qui ne peut pas être fait sans les médecins et les biologistes qui eux, savent de quoi ils parlent. Alors, que ce soit des mathématiciens ou pas, je l'avais dit en préliminaire, ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. Le problème est scientifique, il appartient à personne. Donc ça, c'est aussi une mise en garde. Et enfin, sur les fluides, je répète ce que je disais, ce ne sont pas des fluides comme les autres. Et c'est vraiment très important. Et c'est en train de se passer maintenant. Ça fait plus d'1 siècle qu'on écrit des choses sur la circulation sanguine. On a commencé avec des circuits électriques, une vision de circuits électriques sur la circulation sanguine. Bon, ben ça, on sait que ça ne vaut pas grand-chose en termes de modélisation. Maintenant, ce n'est que depuis quelques années qu'on commence à aborder la structure réelle de l'écoulement sanguin. Qu'est-ce que c'est comme fluide ce sang-là? Et ça tombe dans aucune catégorie qui soit que l'on connaisse. Et Dieu sait si beaucoup de monde y réfléchit depuis quelques années, à tel point que la seule voie qui semble acceptable, c'est de descendre, et là je rejoins un peu la réponse de Madame, c'est de descendre à la composition intime du sang, donc à une échelle assez fine, parce qu'on n'arrive absolument pas à avoir une bonne représentation macroscopique du sang. Donc moi, personnellement, je n'ai rien fait là-dedans, simplement j'observe et je vois que ceci nécessite des développements informatiques, numériques, mécaniques, mathématiques, qui sont nouveaux et absolument passionnants, parce que ce n'est pas le même problème qu'on n'ait jamais rencontré, et c'est absolument fascinant. Et ça, c'est qu'un exemple de fluide corporel. Tous les fluides présents dans le corps humain sont extraordinairement complexes. Bon. Bien, je ne vais pas pouvoir donner la parole à tous ceux qui l'ont demandé. Je vais prendre une dernière question qui a déjà été, c'est déjà quelqu'un sur la liste. Monsieur Lyons a des obligations. Mais pour tous ceux qui n'auront pas pu prendre la parole, je rappelle qu'il y a une deuxième conférence demain à 15h à Beit el-Hakma, à laquelle je vous invite à venir. Et je vais donner la dernière question à notre collègue. Demain à 15h, c'est bien 15h, Madame Martial? Oui. Merci, monsieur. En industrie, on a souvent l'attitude de présenter des prévisions, c'est-à-dire dans 10 ans, il y aura des ordinateurs de telle fréquence ou des voitures qui consomment tel litre tous les 100 km.
quelles sont les prévisions en mathématiques si c'est le cas? Alors, bon, déjà, on sait ce qu'il advient des prévisions, mais il y a deux registres. D'une certaine manière, tout ce que je vous dis avec les simulations numériques, c'est pour faire des prévisions. Alors, c'est des prévisions sur la manière dont un système va se comporter. Là, vous parlez de prévisions à long terme. Donc, il y a plusieurs manières de comprendre votre question. C'est en quoi des mathématiciens participent à des prévisions à long terme dans d'autres disciplines. Et ensuite, c'est est-ce que moi, du haut de cette estrade, je peux faire des prévisions à long terme sur les mathématiques. Bon. Écoutez, je veux bien m'y risquer parce que je prends mes responsabilités. Sur les prévisions à long terme auxquelles participent des mathématiciens, c'est surtout dans le registre économique que ceci se passe, bien entendu. Sur les prévisions de ce qui va se passer dans les mathématiques, je ne peux pas vous dire ça dans les détails, j'en sais rien et personne n'en sait rien. En revanche, je peux vous décrire ce qui est en train de se passer maintenant et dire ça, ce sont des tendances importantes. On assiste à deux grands mouvements actuellement simultanément sur les mathématiques. D'une part, c'est l'explosion des nouveaux sujets. Et dans tous les secteurs, de la géométrie stochastique pour les télécommunications, la cryptographie qui fait appel à des branches de l'algèbre et la théorie des nombres, c'est la combinatoire qui intervient dans la génétique de plus en plus lourdement, etc., etc., etc. Donc ça explose, le paysage explose complètement. Ça, c'est une tendance. Et en même temps, ce que l'on voit apparaître, c'est des branches que l'on croyait très éloignées les unes des autres en mathématiques, se trouvent unies par des ponts que personne n'avait vu jusqu'à présent. Donc ces phénomènes de grande unité, qui peut-être, comme dirait Jean-Pierre Changeux, ne fait que refléter l'unité du cerveau humain, ou phénomènes de grande unité que l'on découvre et que les mathématiciens, souvent platoniciens, ont l'impression de découvrir, cette grande unité est en même temps poussée par des applications à des domaines de plus en plus variés, une explosion des thèmes mathématiques. Et ça, je crois que ce n'est que le début, pourvu que les mathématiciens fassent l'effort d'aborder toutes les questions qui se posent, je dirais, avec la modestie et l'humilité qui convient. Parce qu'ils ne connaissent qu'une toute petite partie des choses. Merci, c'est une excellente... Merci. Une excellente façon de conclure provisoirement le débat qui aurait pu se poursuivre encore longtemps. Beaucoup d'entre vous souhaitaient participer. Je suis désolé de ne pas pouvoir prolonger davantage la session. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une session de rattrapage demain, donc à 15h à Beit el-Hakma. Vous y êtes tous conviés. Encore une fois, merci à nos hôtes. Merci à Samir Kamarti. Merci à Adèle Martial et à l'IFC. Et merci surtout à Pierre-Louis Lyons pour ce passionnant débat dont il nous a donné l'opportunité aujourd'hui.